Shadia, Hey, retrouvailles printanières. ça fait du bien, non? Ouais, ouais, moi je suis très contente d'être sortie du tunnel de l'hiver, personnellement. Ce petit printemps-là, avec son goût de renaissance, me fait beaucoup de bien. Et toi, comment ça va? J'ai le rhume des foins. Enfin, je crois Oh qu'on appelle ça comme non! ça. Mais tu sais, la chaleur et moi, c'est une longue histoire Ouais, il fait pas chaud, de il haine. fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout, Ewan. Si, si, il fait plus de 20 degrés, ça y est. Je brûle. Bon, Shadia, après la solitude, Ouais. on explore la relation yin et yang. Qu'est-ce qu'une relation, selon toi? Alors, j'aimerais introduire cette petite conversation par mon très grand plaisir et mon vif intérêt à explorer la relation qui est le pendant naturel de la solitude. Donc, on a discuté tous les deux de qu'est-ce que vivre sans les autres, euh, qu'est-ce que se séparer des autres, tourner le dos aux autres. Et là, on va se demander qu'est-ce que vivre avec les autres. Mhm, Euh, c'est un thème fondamental, éminemment complexe, qui ne va évidemment pas pouvoir être pris ni dans ses aspects, et en tout cas sûrement pas l'aspect le plus superficiel. Si on prend la toute simple définition du Robert, c'est un lien de dépendance ou d'influence. Euh, à mes yeux, c'est déjà pas assez complet. Mais si je devais venir affiner, affûter cette définition, mais je dirais que c'est ce qui nous définit aux autres. mhm. C'est le lien que nous allons avoir aux autres, quelle que soit la nature du lien. Et c'est forcément notre existence au monde. On ne peut pas se définir sans les autres, on ne peut pas traverser le monde sans les autres, que ce soit d'un point de vue professionnel, amical, évidemment amoureux. Euh, nos relations les plus fugaces, les plus furtives, ça va de la dame à laquelle tu souris à la caisse de supermarché, à ton voisin auquel tu ne parles jamais, plus d'un étage dans l'ascenseur. Mais en tout cas, c'est cette espèce de toile d'araignée très complexe dans lequel nous sommes au centre. Euh, c'est les liens que nous tissons au fur et à mesure de notre existence, donc des liens pour lesquels certains vont être, euh, comment dire, presque éternels. En tout cas, ça s'arrêtera au moment où le trépas arrivera, et d'autres qu'on devra couper, qu'on devra déliter. Et il me semble, pour en avoir discuté avec des gens notamment qui accompagnent les personnes en fin de vie, c'est bien la chose sur laquelle pardon, ils se livrent le plus, c'est leur lien aux autres, en fait. Ce qui reste de la vie, c'est ce qu'on a traversé avec les autres. Mhm, c'est beau. Euh, pour ma part, je dirais que la relation, c'est le fil d'araignée qui relie les nombrils de deux ou plusieurs êtres vivants. Ce fil peut aboutir à une véritable toile, une communauté d'intérêts, ou rompre à la première brise qui passe. Toute relation est virtuelle. Alors, il faut s'entendre sur le mot virtuel. Ce mot-là n'est pas du tout l'apanage de la haute technologie, réalité virtuelle, Oui, intelligence artificielle, etc. Pas du tout. Virtuel, ça veut dire prometteur, possible. Virtuel, c'est ce qui contient en soi comment dire, les conditions nécessaires à sa pleine mesure, à sa réalisation. Tu vois, c'est le potentiel, quoi. Un enfant, par définition, est virtuel. L'enfant peut potentiellement devenir tout ce qu'il veut. Il porte en lui les germes de sa pleine mesure. Même chose pour une relation. Avant de pourrir, elle pourrait devenir incroyable. Tu vois, la possibilité de s'épanouir
existe la possibilité de sortir ce qu'elle a, de donner ce qu'elle a. Voilà ce qu'est une relation, selon moi. Alors, je vois que nous avons un certain attrait pour les, métaphores arachnéennes. Oui, Parce que il faut que nos amis, qui nous écoutent, sachent on ne prépare pas, mot à mot ce podcast, en fait, hein. On lance les idées, chacun y gamberge un petit peu de son côté, puis on se retrouve à l'enregistrement et je trouve ça hyper sympa de me dire qu'on a eu exactement la même manière c'est vrai, d'illustrer ça. c'est vrai. Par une toile d'araignée. J'aime beaucoup cette idée de la virtualité que j'ai moi-même compris comme un potentiel. Une relation, ça commence par quoi? Ça commence par une rencontre. Une rencontre, quelle qu'elle soit, je pense, devient très rapidement un pari et une responsabilité. Mmh. Un pari, je rencontre quelqu'un en soirée, alors c'est vrai que la relation amoureuse, est quand même dans le top de la réflexion, surtout aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'elle. Toutes Oui, les relations, ont droit de cité et toutes les relations, ont un intérêt, impérieux à être, explorées et étudiées. Donc imagine-toi sur un canapé dans une soirée, tu vois quelqu'un passer, tu aimes son allure, tu aimes son rire, tu aimes l'énergie, qu'il dégage. Puis il arrive dans ton voilà, dans ton espace, il est à proximité de toi, il surgit dans ton espace, tu le rencontres ou la rencontres, les choses vont dans les 2 sens et vous commencez à discuter, donc il n'est plus ou elle n'est plus voilà, qu'une existence indépendante de la tienne, hem et là intervient le pari. Est-ce que je pourrais m'entendre avec cette personne? Est-ce que je pourrais éventuellement commencer quelque chose d'amoureux, de charnel, avec cette personne? Est-ce que j'aimerais faire de la musique? Est-ce que voilà, je parie sur un champ de possibles, ouais, sur un champ de potentiel. oui, Heu, alors on a d'autres, métaphores, hein, que nous affections particulièrement toi et moi, c'est celle du jeu. oui, Heu, la rencontre, c'est une mise. Tu vas miser sur une rencontre, mais tu ne sauras que alors parfois très rapidement, d'autres fois beaucoup plus longuement, parfois tu quitteras la table du jeu, tu reviendras à la table du jeu, en te disant: «Voilà, j'ai fait un pari et je veux avec cette personne rafler la mise» et la responsabilité intervient, au moment où alors, vont se mettre en branle, tu sais, toutes les notions de morale, de loyauté, de protection, d'abus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans la vie de quelqu'un ou que cette personne rentre dans la tienne, on est quand même censé se faire du bien, ne pas se faire de mal, grandir ensemble et c'est ce qu'on va pouvoir maintenant, décliner puisqu'il me semble que nous allons nous attacher à 4 types de relations et je pense qu'on va voir, comment cette responsabilité ou ce pari, heu, peuvent être, mis, justement, au diapason, peuvent être réalisés ou au contraire complètement torpillés. tout à fait, tout à fait et tu fais bien de le dire, on va bosser sur les 4 types de relations, heu, auxquelles nous avons pensé toi et moi. Alors il faut savoir que ces 4 types de relations sont interconnectés. On peut les étudier pour ce qu'elles sont à part entière, mais elles sont interconnectées. On va commencer par, ce que j'appelle la relation instinctive. Alors, c'est la relation du nourrisson à sa mère et vice-versa, de l'écolier à ses camarades de classe, du pote à sa bande de potes, du couple à ses couples d'amis, tu vois? Notre naturel en tant qu'espèce humaine nous pousse à, contracter des alliances avant même qu'il ne soit question d'un but commun à atteindre. On se met ensemble comme on respire. Ça va de soi. Tu vois, c'est fondamental. Un enfant isolé des autres enfants dans une cour de récré, c'est le commencement de la tristesse. Tu vois, la maman de ma fille se réjouissait encore il y a peu que notre fille ait beaucoup d'amis. Et je comprends d'où vient cette réjouissance, de l'instinct, l'instinct grégaire, tu vois. La logique relationnelle
quelles qu'en soient les ramifications, est une logique du destin. Alors le mot est fort, mais nous sommes destinés, programmés pour faire route ensemble. La solitude est un choix ou une punition, mais ça n'est pas le destin, tu vois? Parfaitement. Heu et c'est ce qu'on s'était attaché d'ailleurs à comprendre, hein, dans notre précédent podcast sur la de la solitude. Effectivement, c'est soit une tristesse, moi je dirais même soit une condamnation, soit un refuge, mais notre instinct nous pousse, vers les autres. On avait parlé, bah, des bébés, pour revenir à ton premier exemple, qui étaient, séparés de leur famille. On peut continuer avec, l'enfant qui ne trouve pas sa place dans la cour de récréation. Celui sur lequel, si je dois reprendre ce que j'ai évoqué, plus haut, celui sur lequel personne ne va parier? Ou celui sur lequel justement aucune responsabilité ou aucun choix de protection n'est fait, donc celui qui va être, harcelé, par exemple. On Mhm. peut continuer à l'adolescence, les premiers émois. Je pense que les garçons comme les filles, s'attendent, attendent ce fameux moment où ils vont entrer dans le terrain, de jeu amoureux, dans le terrain de jeu, charnel et dans ce terrain, il y a les je mets des grands guillemets, hein, il y a les gagnants et il y a les perdants. Notre histoire, de nouveau, se raconte, à l'aune des relations que nous avons eues. Notre identité même peut être, racontée, déclinée à l'aune de ce que nous avons vécu, avec les autres. Tu as des gens dont tu retiens, qu'ils ont été abusés, d'autres dont tu retiens qu'ils ont vécu une rupture amoureuse très difficile, dont tu retiens que suite à un management toxique, ils ont fait, un burn-out. De certains, tu vas dire: «Il est hyper sociable, il est hyper cool, c'est génial de passer du temps avec eux», ou de l'autre: «Ah non, il est taciturne, c'est vraiment très compliqué d'entrer en relation avec lui, d'entrer en contact avec lui». Donc, se couper des autres est à mon sens un très grand risque. Enfin, on a une très belle pièce quand même dans dans notre patrimoine littéraire qui s'appelle Le Misanthrope. Mhm. On les voit jamais, ils sont jamais vus d'un très bon œil ou en tout cas eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils le vivent sans aucun jugement de ma part. Moi, je suis un être ultra social, c'est terrifiant, mais je je ne veux nullement préjuger, de la tristesse d'un misanthrope ou de quelqu'un qui décide de se couper des autres. En tout cas, Heu, notre rapport aux autres, pardon, est fondamental dans notre existence. Tout à fait. Alors, il est fondamental, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin ce que j'appellerais aujourd'hui la relation désincarnée. Alors, est-elle instinctive, celle-là? Va savoir. C'est la relation que l'on appelle à tort relation virtuelle. Tu sais, Mmh, notre fameuse relation à la machine. On a vu ce qu'était le virtuel, et ça implique le rapport à la machine, à la technologie, mais pas que. Pas que. La relation désincarnée se caractérise par la mise au placard du corps. mmh, Le corps compte pour du beurre, comme on le voit dans Her, tu sais, avec oui. un Joaquin Phoenix amoureux d'une intelligence artificielle. Alors certes, elle a la voix de Scarlett Johansson, mais elle n'a pas de corps. C'est de l'intelligence artificielle comme Alexa, tu vois, un cerveau artificiel, des émotions artificielles, plus vraies que nature, mais pas de bras pour être étreint, pas de lèvres pour être embrassé, pas d'odeur de laquelle s'enivrer. Le corps est, comment dire ça? Le corps est impropre à la relation des incarnés, ce qui n'empêche pas l'amour. Joaquin Phoenix tombe amoureux de sa machine. On peut même dire qu'il est fou amoureux. Comment ça, tu tombes amoureux d'une machine, tu vois? Pourtant, le sentiment est réel et la société tout entière tend vers ça. Les jeux vidéo en ligne, c'est le summum de la relation des incarnés. Ton corps ne s'implique pas comme sur un vrai cours de tennis ou dans un vrai char d'assaut. Tu vois, manque la sueur. Le désincarné ne connaît pas la peau, ne connaît pas la sueur. C'est une certaine définition du futur, en vrai. Du présent aussi.
Du présent. On est dedans. En fait, on est dedans, mais on a l'impression d'avoir été propulsé dans quelque chose de complètement nouveau. Hem, alors la relation désincarnée, elle était beaucoup plus, finalement fréquente. Je dirais, je vais pas remonter très loin, je recommence à prendre mes exemples, littéraires parce que c'est mes préférés, mais si je vais vers, la relation épistolaire, Oui, si je vais vers un si je vais dans je sais pas, Les Liaisons dangereuses ou d'autres romans qui nous racontent l'histoire d'individus qui ne peuvent pas être mis, en présence physique ou qui décident de ne plus l'être. Bon, ça donne, hein, effectivement des envolées, lyriques, passionnelles, romanesques, très fortes. Mais il fut un temps, en tout cas, où les gens n'étaient pas, mis en présence. Les enfants étaient mis en nourrice, par exemple. Il y a aussi une période de grands explorateurs où les hommes partaient, hem, à l'assaut, à la découverte d'autres contrées, d'autres univers. La désincarnation, tu peux aussi l'appliquer à la femme du marin, qui pour la plupart, du temps, est seule. Est-ce que pour, reprendre effectivement l'interrogation que tu te faisais, est-ce que l'amour en est moins dense, intense? Est-ce que la relation en est moins, réelle ou importante? Je ne pense pas. On a tendance un petit peu à oublier que notre monde n'a pas l'apanage d'une certaine façon de vivre. Là où, en revanche, c'est assez intéressant, vertigineux et parfois terrifiant, c'est que quelque part, à mon sens, la société nous fait croire que sous prétexte de rendre les choses plus pratiques ou parce qu'il a fallu s'adapter à un nouvel ordre, elles sont meilleures pour nous. Je m'explique. Heu, Toutes ces jolies choses là d'apéros virtuels, de télétravail, d'école à distance, ont été, très utiles. Heu, Elles ont sauvé, je pense, les entreprises, les élèves, je suis pas certaine, les amitiés non plus. Mais en tout cas, à un moment donné, cette adaptabilité a permis de garder ce lien si important et si vital. En oui, revanche, nous faire croire qu'on peut se contenter, d'un apéro virtuel ou qu'on peut se contenter d'une relation à la amoureuse, je parle, c'est je ne pense pas. mmh, Aujourd'hui, il y a des déviances qui se font au travers de ces fameuses, relations, désincarnées et amoureuses que les anglo-saxons étudient d'ailleurs, très bien et auxquels ils donnent des termes de situationship, par exemple, où effectivement on décide ou en tout cas on se fait croire, qu'on peut s'aimer totalement et uniquement à distance. Donc ça va après, tu sais, développer, même une manière de s'aimer, virtuellement. D'ailleurs, les jeunes générations, j'ai écouté pléthore de podcasts à ce sujet parce que c'est un sujet qui me fascine, la relation amoureuse et la relation charnelle et tu as des jeunes femmes de 25 ans, 30 ans qui décident qu'elles n'ont plus besoin de cette transpiration, de cette odeur, de cette proximité du corps. Donc je pense que l'idée de nos conversations n'a jamais été de juger ou donner une voix ou de donner une vérité, beaucoup plus de s'intéresser à certaines choses. Le petit gamin qui n'a pas eu la possibilité dans la cour de récré, d'être choisi, par quelqu'un comme ami, il va peut-être avoir plus de facilité à, nouer du lien en jouant aux jeux vidéo, par exemple. oui, Ou à plus facilement, aller vers une femme sur une application de rencontre parce que son vécu à l'enfance ou en tout cas à la jeune adolescence, heu, l'a obligé à prendre, cette voie-là. L'intelligence artificielle qui est un sujet pour le moment, à mon sens en tout cas encore trop balbutiant, les gens ont l'impression, enfin, sont complètement, exaltés et excités à l'idée de se dire: «Ah mais c'est un truc de fou, tu te rends compte? Je lui ai posé une question, il m'a répondu». Non, 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 c'est la somme de toutes les références qui ont été, recueillies et qu'on arrive à redistribuer avec des mots-clés. Là où ça devient extrêmement dangereux, c'est le jeu d'influence. oui.
quand ça devient de l'influence. Donc selon, l'IA que tu vas utiliser, tu seras potentiellement influencé. Je ne veux surtout pas m'éloigner de notre sujet. Nous Non, non, mais sommes au contraire, parce que quand tu parles de jeu d'influence, euh, moi, ça m'évoque la relation désaxée, ce que ouais, j'appellerais la relation désaxée. Euh, Ce fil d'araignée-là, il est parfois électrifié, tu vois. Attention les doigts. Il s'agit du type de rapport entre un dominant et un dominé, ouais, un leader et un subordonné, ouais, un manipulateur et une marionnette, ouais. mais aussi un professeur et son élève, un savant et un ignorant, un parent et son enfant. Ça n'est pas nécessairement toxique. Les forces en présence ne sont pas égales, ce qui crée un déséquilibre. Mais si l'établissement de l'équilibre est le but de la manœuvre, comme entre un parent aimant et son enfant, ou un professeur attentionné et son élève, c'est cool, c'est très cool. En fait, le plus faible des deux parties rattrape l'autre et peut même le dépasser. L'élève dépasse le maître, idéalement. Le vieux cède volontiers la place au jeune. Ça devient toxique quand le plus fort des deux parties ne permet pas à l'autre de le rejoindre dans sa force. Tu vois, c'est écrasement sur écrasement. Reste à ta place. Là, ça devient moche. C'est aussi, heu, enfin, je me demande s'il y a un rapport aussi à une certaine, à une certaine intelligence, émotionnelle et à une certaine envie aussi, alors encore une fois, hein, quand on devise tous les 2, quand on réfléchit, on prend bien évidemment les exemples les moins douloureux, les moins, extrêmes. Tu vois? C'est-à-dire que là, on va parler de déséquilibre et de relations désaxées. Tu as bien fait de le notifier d'ailleurs, sans que ce soit forcément, toxique. Donc Ça peut évidemment, la l'être. perversion Ça peut narcissique l'être. dont on entend parler souvent, Oui. j'irais même, vers des exemples, hein, telle qu'une femme battue ou une enfant abusée ou une relation de manipulation et d'emprise, et elles ne sont pas uniquement dans la relation familiale ou dans les relations de couple, elles peuvent être aussi dans les relations, artistiques. On en a vu aujourd'hui quand même, éclore pas mal, hein, le réalisateur, et son actrice par exemple, pour ne citer que celui-là, effectivement, celui du maître et du disciple. Mais si on revient sur des relations un peu plus, classiques. Hem, je pense qu'il y a aussi l'idée, on en a discuté une fois, on a eu un super échange sur la curiosité que tu peux avoir de l'autre dans ce fameux salon, tu sais? Où tu vois des gens défiler, où tu es en soirée, tu es invité quelque part et d'un coup peut-être tu peux te détourner en disant, voilà, je m'ennuie là, le sujet de conversation est pas top, j'aime pas cette musique, je voilà. Quel est ton effort à un moment donné, à toi, pour rendre la relation équilibrée? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en branle pour que l'équilibre se rétablisse et que vous soyez, à nouveau, toi et les autres, sur un champ commun? Ouais. Et je pense que ça a quand même beaucoup rapport avec ce que tu déploies en termes d'intelligence émotionnelle. Hem, Ouais, mais justement, c'est-à-dire que quand il est question de rétablir, comme tu le dis si bien, l'équilibre, alors là, dans le meilleur des mondes, on a affaire à ce que j'appelle la relation collaborative. Pour moi, c'est la forme la plus sophistiquée et la plus significative de relation. je C'est je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu condamnes une relation à rester désaxée et déséquilibrée ou est-ce que tu penses qu'elle a, une chance? Est-ce que tu lui donnes une chance? Est-ce qu'on donne une chance à ces relations-là ou est-ce qu'on tourne les talons? Tu vois, si je dois revenir sur le pari que tu fais sur une relation, est-ce que tu la condamnes ou est-ce qu'au contraire tu te débats pour qu'elle fonctionne? Quel que soit quel que soit Je pense que son chacun doit type? trouver midi à sa porte. Ouais, C'est-à-dire que l'idée de l'équilibre, si elle convient à chacun, alors tant mieux. Et c'est ce que je disais au sujet de la relation collaborative, c'est Dai Miyamoto du manga Blue Giant qui quitte le Japon tout seul
et part en quête de son futur groupe de musiciens européens, musiciens qu'il sélectionne lui-même au terme de beaucoup d'efforts et d'obstination pour faire valoir son talent au saxophone et permettre à ses camarades de donner la pleine mesure de leur propre talent, tu vois. Là, on a un champ des possibles incroyable, une virtualité incroyable entre tous ces jeunes artistes. Dans la relation amoureuse, celle qui tient contre vents et marées, c'est pareil, on collabore à la naissance et à la maturation d'un grand projet, une famille par exemple, ou un Oui, tour du monde, ou une succession de défis à relever, ce que tu veux. On collabore, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de quelque chose qui nous dépasse à l'échelle strictement individuelle. Pour moi, c'est bien cette forme de relation qui donne son sens à l'existence humaine. Parfois, ça foire, hein, et ça vire au drame, comme dans la mini-série Adolescence. La ruine ouais, du projet famille. oui. Terrible. Et non, il faut pas spoiler. Il faut pas spoiler. Mais Oups. non, non, mais j'ai failli dire une horreur, hein. Moi, je me suis souvent posé la question, dans les relations amoureuses, tu parlais d'un grand projet. Tu parlais du grand projet de la relation, qui serait celui de la famille, celui du tour du monde. Je me demande si on reste pas tous, trop longtemps dans la relation, sous sa forme instinctive. Hmm. C'est-à-dire qu'on rentre un petit peu comme ça, tu sais, comme un insecte, qui enfin plutôt on est un petit peu, comme un insecte qui va dans la lumière, tu sais, qui est un peu foufou, qui va dans tous les sens, voilà, c'est l'émoi, c'est les fameux transports du commencement, sans vraiment se poser la question, en tout cas au départ, de ce qu'on veut de cette relation. Alors oui, hein, c'est pas très romantique, hein, c'est pas très voilà, ça fait pas rêver, il me semble avoir entendu ces termes il y a peu, en discutant avec quelqu'un. Hem, mais je me demande si on se mettait très rapidement à se poser la question en termes de relations collaboratives, on se casserait pas moins les dents et aussi, heu, la projection de la construction d'un édifice n'est plus la même selon le moment où on rencontre quelqu'un. Là, je suis vraiment axée sur la relation amoureuse, hein. Je parle uniquement et strictement de la relation amoureuse. Je pense que pour réussir nos relations quelles qu'elles soient, il y a de nouveau beaucoup, beaucoup d'introspection et de réflexion. Il y a aussi beaucoup de communication. Si on doit se demander, toi et moi, dans quel type de relation, même si elles sont toutes interconnectées, lesquelles vont nous toucher, dans laquelle nous nous sommes épanouis ou au contraire, radicalement viandés, heu moi, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans une relation à l'aveugle. Je l'ai appris à mon détriment, hein, Moi, quelle alors, que si soit tu la veux, moi, je relation. dirais que, en fait, toutes ces relations, comme on l'a dit depuis le départ, sont interconnectées. Tu parlais de la fameuse relation instinctive dans laquelle on ne sort pas. Euh, qu'elle soit instinctive, qu'elle soit désincarnée, qu'elle soit désaxée ou collaborative, elles sont interconnectées. Par exemple, pour ma part, je dirais que je me retrouve le plus souvent embarqué dans des relations collaboratives par la nature de ma vie privée et celle de mes travaux. Désaxé, non. Désincarné, un peu, un peu beaucoup. Instinctif, toujours. Et toi, c'est Heu, quoi ton cocktail? mon cocktail, la relation désincarnée, très peu pour moi. J'aime les gens, j'aime les voir, j'aime les entendre, j'aime les toucher, j'aime les serrer dans mes bras. J'ai une amie, qui m'est extrêmement chère, qui est loin de moi, qui est aussi l'exemple, le contre-exemple total de ce que je viens de dire parce que ça fait maintenant, ouh là, bien une vingtaine d'années qu'on n'est plus du tout dans le même espace et que jamais ni notre rythme, ni notre lien, ne s'est ni délité ni essoufflé. Donc ouais, je plutôt les 3 premières, l'instinctive, désaxée, déséquilibrée, j'ai dû la vivre aussi, oui. Et la collaborative aujourd'hui, c'est celle qui me sied le mieux, effectivement. Heu et si je dois, même si j'ai fait,
Juste après notre podcast «L'expérience de la solitude» et j'en ai, connu la solitude, victorieuse, je ne me sens pas plus enfin, je ne me sens, pardon, jamais plus heureuse qu'au milieu des autres, quels que soient les autres. Super, super, Shadia. Écoute, on a fait un premier tour de la question. Il y a tant à dire. Euh, à toi qui nous écoutes, n'hésite pas à réagir, à liker, à partager et surtout à nous dire dans les commentaires, à Shadia et moi, ce que tu en penses. Dans quel type de relation est-ce que tu te situes? Quel est ton cocktail? Coco cocotte. On aimerait beaucoup le savoir, pas vrai, Shadia? Hâte, hâte de lire, tous vos commentaires. Bisous!